Bonjour, on va commencer ensemble une série de vidéos portant sur les réseaux locaux industriels, communément appelés bus de terrain. Alors cette première vidéo va concerner le premier chapitre qui constituera une sorte de mise à niveau pour maîtriser les prérequis nécessaires pour mieux aborder le domaine des réseaux locaux industriels. On commencera par décrire l'évolution des architectures matérielles embarquées, en mettant l'accent sur les architectures distribuées dans le système embarqué comme l'automobile, ainsi que sur la pyramide SIM propre aux installations automatisées. Ensuite, on va parler du modèle OSI et des couches réseau spécifiques au bus de terrain, à savoir la couche liaison avec les méthodes d'accès et la couche physique avec les techniques de codage des données. On finira ensuite par la partie la plus importante et la plus pratique du chapitre, à savoir la description des protocoles de communication RS-232 et RS-485. Alors, aussi bien dans les systèmes embarqués que le système automatisé, du point de vue matériel, on distingue trois grandes catégories d'architecture. Il y a tout d'abord l'architecture monoprocesseur. Donc, dans cette architecture, un unique processeur exécute toutes les tâches applicatives en mode concurrent. Et dans ce cas, la notion de parallélisme n'a plus vraiment le sens puisque le temps processeur est partagé entre différentes tâches. Et dans ce type d'architecture, alors tout le procédé, tous les actionneurs et capteurs sont gérés par le même calculateur. La deuxième architecture est l'architecture multiprocesseur. Donc ici on distingue plusieurs calculateurs et l'exécution de toutes les tâches est ici répartie sur ces calculateurs. La coopération entre tâches se fait par partage des informations qui sont placées en mémoire. Donc ici le traitement est réellement parallèle. Mais les processeurs ou les calculateurs partagent une unique mémoire centrale et les mêmes interfaces d'entrée-sortie, ce qui implique une gestion de l'accès concurrent à ces ressources. La troisième architecture est l'architecture distribuée. C'est le cas des architectures multiprocesseurs ne partageant ni mémoire centrale ni interface d'entrée-sortie. On parle alors ici, par exemple, dans les systèmes embarqués, on parle de ECU, Electronic Control Unit. Donc, chaque ECU est équipé de son propre processeur, de ses propres mémoires, de ses propres interfaces. Et ces ECU-là, donc bien sûr, il va gérer une partie du processus, des capteurs actionneurs du processus, et les différents ECU sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'un réseau permettant le multiplexage, c'est-à-dire d'assurer la communication des données numériques entre différents calculateurs via un réseau ou un bus. Généralement bifilaire dans le domaine embarqué industriel. Donc ici, un exemple d'architecture distribuée, mais pour un système automatisé, donc les ECU sont remplacés par des automates programmables, ou aussi ils auront besoin d'un bus de terrain ou bus de communication pour les relier entre eux et pour pouvoir effectuer les communications, différentes communications. Alors, les deux premières architectures, à savoir monoprocesseur et multiprocesseur, sont dites centralisées et possèdent de nombreuses contraintes. Donc, comme on a vu, il n'y a aucune autonomie des différents sous-ensembles du procédé. C'est-à-dire, tout le procédé est commandé par un seul calculateur ou par un ensemble de calculateurs qui ont la même espèce mémoire. Mise en service et maintenance lourde et difficile à effectuer du fait que la quantité d'entrée-sortie qui sera gérée est non par un même calculateur. Et en cas de défaut au sein du calculateur, donc il y a l'arrêt de l'ensemble des fonctions gérées par le ou bien sûr les différents processeurs. Par contre, l'architecture distribuée est plus flexible avec la segmentation des tâches et des ECU qui sont reliés en réseau. Elle est largement utilisée aussi bien dans les systèmes industriels, donc ici comme on a vu les nœuds sont représentés par les API, que dans les systèmes embarqués où les nœuds sont représentés par les ECU
comme dans le cas de l'automobile. Alors cette segmentation a généré le besoin de communication, comme on a vu, entre ces entités fonctionnelles, c'est-à-dire des ECU et les API, ce qui a entraîné l'apparition des réseaux locaux industriels ou des bus de terrain qui ont permis de gérer des entrées-sorties qui sont décentralisées. Alors la définition normalisée d'un réseau local industriel est la suivante. Donc un réseau local industriel ou bus de terrain est utilisé dans un procédé qui soit industriel ou embarqué pour connecter divers actionneurs et capteurs afin d'assurer un ensemble de fonctions, y compris la commande, la surveillance, la supervision, la conduite et la maintenance. En un mot, l'exploitation de l'installation de production. Alors, donc on voit bien que qui dit architecture distribuée dit besoin de bus de communication ou bus de terrain au réseau local industriel. Alors les premiers bus de terrain dédiés aux architectures distribuées ont été développés par les constructeurs automobiles et équipementiers de ce domaine. Il y a ainsi le bus CAN, Control Area Network, qui a été le premier bus développé en 1984 dans les ateliers de la société Bosch. Il y a aussi le bus Lean et le bus FlexRay. Alors, comme j'ai dit pour le bus CAN, Control Area Network, c'est le premier bus qui a été développé en 1984 dans les ateliers de la société Bosch. Donc, il cherchait en ce moment il cherchait une solution de multiplexage des informations circulant à bord de la voiture, surtout avec l'augmentation de l'électronique et du câblage qui va avec. Alors le deuxième bus, qu'on va d'ailleurs voir dans ce module, c'est le bus Lean, Local Interconnected Network. C'est un bus relativement lent et petit, mais il est fiable et économique. Il est récent, il a été créé en 1998 par un groupe de sociétés incluant Volvo, Motorola, BM, Daimler Chrysler, Volkswagen, et ceci dans le but de commander des éléments de confort au sein de la voiture. Donc on peut le considérer comme un sous-bus du bus CAN. On va le retrouver au niveau de la climatisation, les vitres électriques et tout ça, les portières aussi. Et il y a enfin le bus FlexRay, c'est le plus récent des bus de terrain développés en 1999, là aussi par un consortium. On voit bien que les Allemands sont toujours là, donc Bosch, BMW. Donc il est caractérisé par un bus, par sa haute vitesse. Il est déterministe et il est tolérant aux défauts. Bien sûr, il n'a pas été créé pour remplacer les architectures existantes, mais plutôt pour travailler de pair avec le bus CAN et les bus Lean. Donc il est à noter qu'il y a eu aussi à un moment donné le bus VAN pour Vehicle Area Network, présenté et normalisé en 1986 par Peugeot, Citroën et Renault pour la partie carrosserie, c'est-à-dire tableau de bord, autoradio, chargeur, navigation. Mais il n'a pas connu le succès escompté et a été abandonné. Maintenant, pourquoi ce besoin d'utiliser un réseau local industriel, surtout dans le domaine de l'automobile? En effet, les normes anti-pollution, la sécurité ainsi que le confort des utilisateurs ont entraîné une augmentation constante des fonctions électroniques présentes dans les véhicules. Par exemple, maintenant, on a besoin de direction à assistance variable, boîte de vitesse automatique, gestion moteur. Il y a aussi les systèmes anti-blocage des roues, les ABS. Il y a les systèmes de contrôle de stabilité de véhicule, les ESP, Electronic Stability Program. Il y a aussi l'airbag, la climatisation, détection du niveau de gonflage des roues, aide au stationnement, allumage automatique des feux, essuie-glace automatisé, régulation de vitesse par radar, navigation par satellite, direction et frein entièrement électrique. Donc toutes ces fonctions de confort, de sécurité, a vu un renforcement de l'électronique au sein de l'automobile, ce qui s'est traduit par une augmentation du nombre de calculateurs et d'interconnexions, donc une quarantaine de calculateurs, une augmentation du nombre de capteurs et une augmentation du nombre de la complexité et de la masse des faisceaux de câbles électriques, donc du poids et donc de la consommation. Donc la solution c'était de multiplexage, donc ça veut dire
faire du multiplexage au sein du système distribué, avec un système distribué, plusieurs ECU et un réseau de communication. Donc c'est devenu la solution optimale. Donc elle permet, donc cette solution, dans un premier temps, une réduction considérable de tous les câblages avec l'utilisation d'un bus. Donc par exemple, les anciennes portières donc étaient reliées, donc on sait bien que dans une portière, il y a la commande du rétroviseur avec deux moteurs, il y a la commande des vitres avec un moteur pour la montée et la descente, et il y a le moteur de la portière pour l'ouverture de la portière. Donc, pour relier les deux portes, on utilisait un câble contenant 14 fils. Donc maintenant, avec la notion de bus, de terrain, et surtout le bus ligne, donc il y a un petit peu de l'intelligence qui a été apportée au sein de chaque portière avec un calculateur qui va gérer les différents actions et capteurs, et le tout est relié avec un bus 1 ou 2 fils. Donc ça a diminué le câblage. Et bien sûr le poids. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qu'on peut avoir avec le multiplexage et les architectures distribuées, c'est la mise en commun d'informations et la diminution du nombre de capteurs. Par exemple là c'est un exemple d'une architecture sans multiplexage. Ça veut dire il y a 3 calculateurs, chaque calculateur a besoin d'informations qui proviennent de capteurs. Donc pour le calculateur gestion moteur, il a besoin de la charge du moteur, le régime moteur, la température de l'eau par exemple, et la vitesse du véhicule. Le boîte de vitesse automatique, elle aussi a besoin d'informations sur la charge moteur, la vitesse d'entrée, ça veut dire la vitesse désirée, la vitesse du véhicule, la température de l'eau, ainsi que l'afficheur des tableaux de bord. Donc il a besoin des informations provenant de la température d'eau, niveau d'huile, vitesse véhicule. Et là, on voit que ces 3 calculateurs, il y a certaines informations qui sont partagées. Donc, au lieu d'avoir plusieurs capteurs, avec l'architecture distribuée, donc on aura chaque calculateur relié aux capteurs qui sont vraiment importants pour ce calculateur. Par exemple, pour le calculateur moteur, gestion moteur, il sera relié au capteur charge moteur, régime moteur et température d'eau. Mais il aura besoin de récupérer la vitesse. Il va la récupérer d'où? Du calculateur boîte vitesse automatique, qui lui est relié au capteur vitesse véhicule. Ce même calculateur de boîte vitesse automatique lui-même va récupérer la température de l'eau du capteur qui est relié au calculateur de gestion moteur. Et ainsi, donc, on diminue le câblage bien sûr, comme on a dit, mais aussi on va diminuer le nombre de capteurs par la mise en commun d'informations. Alors cette approche-là, donc, va impliquer une approche plus complexe à mettre en œuvre au niveau logiciel, bien sûr, et surtout la nécessité de définir un protocole de communication. Donc, la figure suivante montre un exemple d'architecture multiplexée utilisée au sein de la Peugeot 307. Donc, on distingue une vingtaine de calculateurs, comme le 004 qui est le calculateur combiné, c'est-à-dire celui qui permet de gérer l'affichage du tableau de bord. Il y a le calculateur contrôle moteur, calculateur airbag, et si on regarde ici, donc ça donne l'emplacement de ces différents calculateurs. Par exemple, si on recherche le calculateur combiné, le 004, on le retrouvera ici, à côté du tableau de bord. Si on recherche le calculateur airbag, le 6570, donc on le retrouve ici, et ainsi de suite. Donc bien sûr, ces calculateurs-là, ces différents calculateurs, on a vu, on les appelle Electronic Control Unit. Ça veut dire, c'est le nom technique donné à ces nœuds. Alors ces calculateurs sont organisés généralement en plusieurs réseaux. Donc ici dans la 307 toujours, ils seront organisés en 4 réseaux. Donc il y aura 4 réseaux, d'accord, avec un boîtier ici, le boîtier de servitude intelligent, le BSI, qui va centraliser et traiter les informations issues de ces 4 réseaux. Le premier réseau CAN ici, avec une vitesse de 250 kbps par seconde, donc c'est un réseau multimètre. Après on va voir qu'est-ce que dire la notion de mètre et d'esclave. Il va relier par exemple les calculateurs moteur, contrôle moteur, boîte vitesse, anti-blocage des roues, contrôle de stabilité. Il y a un réseau WAN, confort. Donc un réseau WAN confort, il est là. Donc ce réseau WAN confort type lui aussi multimètre. Donc il gère le calculateur combiné, c'est-à-dire celui de l'écran tableau de bord,
climatisation, autoradio, des trucs comme ça, l'émetteur récepteur de télématique. Et il y a 2 réseaux VAN de type maître-esclave ici, qui ont une vitesse qui est moindre. Ils permettent de gérer par exemple le réseau VAN carrosserie 1 ici. Il va gérer modèle de commutation sous volant, le sac gonflable, airbag. Pour le réseau VAN carrosserie 2, additif carburant, donc les vitres, des trucs comme ça. Donc, et bien sûr, le boîtier de servitude intelligent donc, va jouer le rôle de passerelle qui centralise et traite les infos issues des différents réseaux. Donc, voilà un exemple d'architecture distribuée pour la Peugeot 307. Donc, avec l'évolution des architectures distribuées, l'architecture matérielle même des dessus a connu une certaine évolution. Donc, ainsi, on est passé d'une architecture simple, microcontrôleur étage d'entrée, étage sortie, à une architecture beaucoup plus évoluée avec un étage d'entrée qui doit assurer un conditionnement de signal pour passer des signaux analogiques provenant du capteur pour les transformer en signaux numériques. On parle de codage, exploitable par le microcontrôleur. Il y a aussi l'étage de sortie, appelé aussi étage de puissance, qui va transformer les ordres numériques fournis par le microcontrôleur en signaux analogiques adaptés aux actionneurs. Bien sûr, la partie traitement ici sera à base d'un microcontrôleur avec son propre plan mémoire, à savoir la mémoire flash qui contiendra le programme, la RAM pour les données permanentes, et la mémoire EEPROM pour, la RAM pour les données temporaires, et la mémoire EEPROM pour les données permanentes. Il y a enfin, donc ici, l'obligation maintenant, c'est chaque nœud doit être équipé d'une interface de multiplexage qui va permettre la communication entre le boîtier de l'ECU et le bus de communication. Les messages qui transitent par l'interface de multiplexage sont numériques et portent le nom de tram. Alors ces trams, généralement, typiquement, ce sont une suite de données. Ces trams sont découpés typiquement en plusieurs champs. Donc dans cet exemple, par exemple, c'est une trame avec typique, formée de 7 champs. Le champ 1, c'est le début de la trame. Donc il signale en général un bit start ou des trucs comme ça, qui vont signaler aux différents équipements qu'une trame va être émise. Il sera suivi ici d'un identificateur, donc qui va désigner par exemple le ou les émetteurs de la trame. Il va identifier aussi la nature des données qui sont contenues dans cette trame. Le troisième champ qu'on peut retrouver, c'est un champ de commande qui va indiquer par exemple la taille des données, la version du protocole, des trucs comme ça. Toujours il y aura un champ données ici, matérialisé par le champ 4, ce sont les données, les informations qui seront transmises dans la trame. Et il y aura après un champ contrôle, c'est le champ 5 par exemple, qui permettra de vérifier l'intégrité des données, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de transmission, des trucs comme ça. Puis le champ 6 qui est un champ d'acquittement qui peut être utilisé par certains protocoles, qui est généralement envoyé par le récepteur pour indiquer que le message a été bien reçu, et bien sûr la fin de la trame qui indique que la transmission s'est terminée. Donc ça c'est typiquement l'architecture ou la décomposition d'une trame transmise sur un réseau. Bien sûr, quand on va attaquer les protocoles, que ce soit le protocole BusCAN, BusLink, on va entrer bien dans les détails et les spécificités des trames de ces bus. Maintenant, dans le domaine industriel, donc toujours au niveau des architectures distribuées, on parle de pyramide SIM. SIM pour Computed Integrated Manufacturing, qui est un concept décrivant la complète automatisation donc des processus industriels et de fabrication par des automates programmables, des PC ou d'autres systèmes numériques. Il permet la segmentation donc de l'ensemble du processus en 4 niveaux. Il y a le niveau 0, appelé aussi niveau machine ou niveau actionneur-capteur. Niveau 1, appelé niveau cellule, qui regroupe les automates, les modules d'entrée-sortie, les variateurs de vitesse. Il y a aussi le niveau 2, appelé niveau atelier, qui regroupe les API. Donc, il permet la commande centralisée et aussi la supervision. Et le niveau 3, appelé aussi niveau entreprise,
et usine qui relie le processus au réseau informatique de l'entreprise. Donc il permet entre autres la gestion des produits, des stocks, la gestion des clients, des commandes, ainsi que une chose importante qui est la possibilité d'accéder à distance, c'est-à-dire l'accès à distance au procédé via Internet pour une éventuelle supervision ou une éventuelle maintenance. Et là, on remarque qu'ici, chaque niveau a ses propres caractéristiques. Par exemple, le niveau 0, il est caractérisé par un temps de réponse de la milliseconde, c'est-à-dire il faut respecter le temps réel, des distances qui ne dépassent pas les centaines de mètres et des informations échangées de l'ordre de quelques bits. Et plus on monte, plus le temps de réponse augmente, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau entreprise, ça veut dire le niveau du réseau informatique de l'entreprise. Le temps de réponse devient de l'ordre de la seconde et les informations échangées deviennent des fichiers, alors qu'ils étaient des bits au niveau capteur et actionneur. Maintenant, les constructeurs d'automates, programmes et d'autres équipements d'acquisition et de commande industrielle ont créé des réseaux et des bus adaptés aux besoins. Ainsi, en respectant toujours la pyramide SIM, à chaque niveau correspond un bus ou un réseau. Par exemple, au niveau actionneur-capteur, il y a les bus capteurs et actionneurs qui vont relier entre eux des nœuds, puisque ce sont des capteurs et actionneurs, ce sont des nœuds à intelligence limitée ou nulle, presque nulle. Donc, ce réseau-là est caractérisé ce bus doit être caractérisé par un temps de réponse très rapide et avec un mode d'accès, une communication maître-esclave. On distingue trois grands noms, le ASI, actuateur sensor interface, et le buscan. Donc, au niveau cellule, au niveau cellule, on distingue un bus ou réseau de terrain pour la communication entre unités de traitement qui sont plus ou moins intelligentes. Automate programmable, variateur de vitesse, commande numérique, afficheur numérique. Pour ces bus de terrain, le temps de réponse doit être de l'ordre de millisecondes. Communication multimètre ou mètre-esclave. Et on distingue des réseaux comme le buscan, lui aussi qui peut fonctionner, ou Profibus ou Modbus. Là aussi. Au niveau atelier, on distingue les réseaux locaux industriels proprement dit. Ça, c'est pour l'établissement de la communication entre l'automatisme et le mode informatique. Un PC industriel sert comme passerelle ainsi entre le réseau informatique entreprise et le bus de terrain. Ici, on distingue des protocoles comme le Modbus, comme l'Ethernet industriel ou Profibus. Il est à noter que la communication entre le monde de l'informatique et de l'automatisme, c'est-à-dire à ce niveau-là, converge grâce à l'adoption de l'Ethernet, le standard Ethernet TCP/IP, qui pénètre de plus en plus dans la structure des automatismes. On retrouve des connecteurs Ethernet J45 dans les automates, dans les variateurs des vitesses, et on les retrouve même dans certains capteurs intelligents. Voilà ce qu'on peut dire sur l'organisation des architectures distribuées au niveau des systèmes automatisés. Maintenant, concernant la communication dans un réseau, quel que soit ce réseau, il y a la nécessité d'utiliser un protocole de communication. En effet, si on prend l'exemple d'un réseau informatique, il est constitué par de plusieurs PC, mais ces PC exécutent des plateformes logicielles qui sont hétérogènes et complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a un PC qui va exécuter Windows, un autre qui va exécuter Linux, un autre qui va exécuter macOS. C'est-à-dire qu'il y a alors la nécessité de faire communiquer tous ces PC qui exécutent des plateformes hétérogènes. D'où l'organisme ISO, ISO pour International Standards Organization, il a défini un modèle théorique de communication réseau qu'il a appelé le modèle OSI, Open System Interconnection. Ce dernier, comme on voit ici, il propose une organisation en 7 couches. Pour les réseaux, la couche application, la couche présentation, session, transport, réseau, liaison et physique. Alors la pile de protocole TCP/IP est dérivée du modèle OSI
elle est utilisée dans les réseaux informatiques, et elle propose, donc c'est un protocole qui est pratique cette fois, qui n'est pas théorique. Il propose cette fois une organisation pratique en 4 couches. Il y a la couche application, qui va regrouper toutes les applications qu'on peut utiliser pour accéder au réseau, comme HTTP pour les pages web, DNS pour les serveurs, DNS pour la résolution de non DNS, FTP pour un File Transport Protocol, donc Telnet. Donc, en dessous de cette couche, il y a la couche transport. Donc la couche transport avec les deux protocoles TCP et UDP. Donc la principale fonction de la couche transport, c'est identifier l'application qui va communiquer sur le réseau. C'est pour ça que je tends à dire aux étudiants que une communication réseau, on va pas dire un PC communique avec un PC, mais on dit plutôt une application d'un PC communique avec une autre application d'un autre PC. Donc c'est-à-dire là, on doit identifier les applications qui communiquent et les PC qui communiquent. Alors les applications, c'est la couche transport qui s'en occupe. Donc à chaque fois qu'une application veut communiquer, elle prépare les données et les envoie vers la couche transport, que ce soit TCP ou le protocole TCP/UDP. Le rôle c'est qu'est-ce qu'ils ajoutent dans cette trame. Ils ajoutent un identifiant de l'application qui est source et l'application destination qu'on appelle numéro de port. Ça veut dire la couche transport permet d'identifier aussi bien l'application qui va émettre que l'application qui va recevoir la trame avec leur numéro de port respectif. Puis la trame est envoyée vers la couche réseau. Alors la couche réseau là, son rôle c'est le routage, c'est identifier les machines cette fois. Donc en ajoutant leur adresse IP avec le protocole IP et bien sûr d'autres protocoles qui sont utilisés comme le DHCP, le ARP. Et enfin il y a la couche physique, donc qui gère l'accès au médium, détection d'erreurs et tout ça. Donc ça c'est TCP/IP. Et je pense que vous avez vu ça dans le module réseau. Maintenant, pour les réseaux industriels, alors pour les réseaux industriels, ils se caractérisent par l'importance, premièrement, de la notion du temps réel, c'est-à-dire le temps de réponse doit être faible, et aussi la relativement faible quantité d'informations à transmettre. Donc il enregistre un modèle ISO qui est dérivé, qui s'appelle le modèle ISO I3E802. I3E802, qui est un modèle à 3 couches uniquement. Donc lui aussi, il est déduit du modèle OSI. Dans ces 7 couches, qu'est-ce qu'on va conserver? On va conserver uniquement la couche physique. Bien sûr, elle est indispensable à la communication et à la liaison avec le support physique qui va servir à la transmission. Après, il y a la couche liaison. Elle aussi, elle est nécessaire pour la gestion de l'accès au médium, c'est-à-dire au support, ainsi que pour la détection des erreurs. Et la couche application, donc nécessaire comme interface de communication. Donc ce sont les 3 couches qu'on va conserver dans les réseaux locaux industriels. Donc en effet, pourquoi ce choix-là? Donc premièrement, la couche réseau et la couche transport, on n'en a plus besoin. Donc parce qu'on n'a plus plusieurs applications qui vont communiquer entre eux, on n'a pas besoin de routage ni de gestion de problèmes de paquets, vu que les réseaux locaux sont des réseaux locaux industriels, ils relient des stations qui sont interconnectées localement entre eux. Donc plus besoin de routage ni de numéro de port pour identifier les applications. La couche session, bien sûr, elle permet l'échange d'une grande quantité d'informations, ce qui n'est pas le cas des réseaux locaux industriels. Et la couche présentation, donc, peut être figée et non dynamique, parce qu'on a la même application, ce qui va la rendre transparente. Donc on va conserver uniquement une couche application, une couche liaison et une couche physique pour les réseaux locaux industriels. C'est pour ça que dans la suite du cours, donc on va voir en détail la spécificité de la couche liaison pour les réseaux locaux industriels et la couche physique pour les réseaux locaux industriels. Alors, concernant la couche liaison, au niveau des réseaux locaux industriels, la méthode d'accès généralement utilisée, c'est la méthode par pooling ou méthode d'accès maître esclave. Donc ça veut dire, ça c'est une topologie d'un réseau local industriel. C'est pas un réseau local industriel, mais c'est un bus de terrain utilisé dans l'automobile. Donc comme on a vu le poste de service intelligent et plusieurs nœuds. Il y a ceux qui sont considérés comme maîtres, et il y a ceux qui sont considérés comme esclaves. Donc, alors cette méthode d'accès est caractérisée par les points suivants.
un nœud maître, il va consulter périodiquement les nœuds esclaves par un message de pooling, leur donnant le droit d'émettre. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'un esclave n'a pas le droit d'initier de lui-même un dialogue. Et doit répondre dans un temps donné à la requête du maître. Donc un dialogue entre deux esclaves passe obligatoirement par le maître, et avec ce principe-là, il y a une cohérence absolue des dialogues, il n'y aura pas de collision et de perte d'informations et de trames, dans le cas d'un seul maître. Et quand il y a un maître et plusieurs esclaves, c'est soit le maître en train d'envoyer une requête vers l'esclave, soit l'esclave est en train de répondre. C'est-à-dire il n'y a pas de collision. Mais même s'il y a, donc comme cet exemple, il y a une architecture multimètre, là aussi la communication peut être gérée par le mode, par priorité. Donc ça veut dire, si deux maîtres veulent communiquer en même temps, à ce moment-là, donc, on va hiérarchiser cette communication en donnant la priorité à un des nœuds. Donc, c'est-à-dire, c'est le nœud le plus prioritaire qui va communiquer, et le nœud qui est moins prioritaire va attendre son rôle, mais surtout les trames ne sont pas détruites. Donc ça, c'est pas la méthode d'accès maître-esclave. Maintenant, on va voir une méthode d'accès qui est utilisée dans les réseaux locaux informatiques. Donc, rien que pour faire la comparaison. Donc, il s'agit donc de la méthode Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Donc, à l'inverse de la méthode maître-esclave, qui peut être comparée, comme je dis parfois, à une dictature démocratique. Donc, c'est une dictature avec un peu de démocratie. Donc, la méthode d'accès Carrier Sense Multiple Access Collision Detection est la démocratie pure, où chaque nœud du réseau a le même droit de communication que les autres. Bien sûr, si le bus est libre. Donc, voilà le principe. Donc, premier lieu, supposons que ce nœud veuille communiquer. Dans un premier temps, la station, cette station qui désire émettre, va écouter si le bus est libre. Donc, comment écouter? Donc, typiquement, un bus où personne ne communique est au niveau haut, généralement. Donc, comment cette station va détecter que ce bus est libre? Par simple mesure. Donc, elle va lire le bus. Si le bus reste à l'état haut pendant une certaine durée, des centaines de microsecondes, ça veut dire pour cette station que personne ne communique. Ça veut dire qu'il est au repos, il est à l'état haut. Donc c'est ça l'écoute. C'est une mesure physique de l'état du bus. Donc première étape, on écoute le bus, personne ne communique, il est au niveau haut pendant une certaine durée. On passe à la deuxième phase. Donc si, comme j'ai dit, le réseau semble non occupé, le nœud commence à émettre sa trame, qui sera diffusée sur l'ensemble du réseau. Maintenant, il y a une notion qui est importante, c'est le temps de propagation. C'est comme un tuyau d'eau. Donc si j'ai le robinet, ici, mon robinet il est ici, et moi je veux arroser ici, et la longueur du tuyau d'eau, il est à peu près de je sais pas, 50 mètres par exemple. Si j'ouvre le tuyau d'eau ici, est-ce que l'eau arrivera instantanément de l'autre bout? Non. Il y a ce qu'on appelle le temps de propagation de l'eau. La même chose ici. Quand ce nœud commence par émettre, la trame elle va être diffusée, mais avec un certain temps de propagation, qui est de l'ordre des microsecondes, bien sûr. Donc, suite à ce temps de propagation, au même moment, cette station-là commence à écouter le bus, et elle a l'impression qu'il est libre. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la trame n'est pas encore arrivée à sa hauteur. Donc à ce moment-là, l'autre nœud, il va essayer de transmettre et il y aura collision. Donc, et la transmission des deux trames est perturbée. Et chaque station va détecter cette collision. Donc vous me direz, mais comment on détecte la collision? Tout simplement, là aussi, on va mesurer le bus avec une technique qu'on appelle la technique du bit monitoring. Donc, à savoir, chaque nœud, il va relire, ça veut dire le bit qu'il a transmis. Ça veut dire s'il transmet un bit 1, il doit relire 1. S'il transmet 0, il doit relire 0. Par contre, s'il transmet 1, il relie. Il relie. C'est le bit monitoring. Il va relire 0. Là, il y a un problème. C'est comme ça qu'on détecte la collision. Ou si on transmet à 0, on relie à 1,
ça peut aussi vouloir dire soit collision, soit erreur. Donc c'est comme ça, avec cette notion de bit monitoring, c'est-à-dire on lit ce qu'on transmet, qu'on arrive à détecter la collision. Et dans ce cas, l'émission est carrément interrompue, est arrêtée. Et c'est ça ce qu'on veut pas dans les systèmes temps réel. Donc on peut pas perdre de trame. Mais dans le Khalil Sens, les nœuds, la démocratie, ils ont le même ordre de priorité. Donc à ce moment-là, les deux trames sont arrêtées et une procédure de retransmission est déclenchée. Comment? Donc chaque nœud va fixer de façon aléatoire une temporisation T1 et T2. Donc c'est comme un tirage au sort, mais local. Donc supposons que ce nœud va tirer une temporisation T1 de 10 millisecondes et celui-là va tirer une tempo T2 de 1 milliseconde, c'est automatiquement celui-là qui va réémettre en premier. Donc voilà la méthode d'accès Khalil Sens Multiple Access Collision Detection. Donc nous, on ne peut pas se permettre cette destruction de trame. On va la gérer dans le cas de multimètre par notion de priorité, ça veut dire quand il y a collision, donc c'est le nœud le plus prioritaire qui continue à émettre. C'est-à-dire on ne détruit pas totalement les deux trames. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a parlé un peu, donc brièvement de la couche liaison et des méthodes d'accès, on va passer à la couche physique et les supports de transmission. Donc on va décrire tout d'abord les différents supports de transmission ou médiums de transmission, qui est la liaison physique entre la machine permettant de transmettre le système, entre les machines qui vont transmettre les signaux. Donc la liaison physique entre ces machines, on distingue trois types de liaisons ou de supports de transmission. Il y a le cas du signal électrique, utilisé dans le support à base de cuivre, donc des fils à base de cuivre, comme les paires torsadées ou les câbles coaxiaux. Deuxième méthode, c'est les signaux lumineux, donc utilisés dans différents types de fibres optiques, donc infrarouge, rayon laser, et le signal hertzien ou onde électromagnétique utilisé par voie hertzienne, par exemple communication Wi-Fi, XP ou Bluetooth. Donc le point commun de tous ces modes de communication, c'est que le signal subira toujours une atténuation en dB par décibel, dB par kilomètre, qu'on doit diminuer, et aussi une déformation qui sont des fonctions de la qualité du support, bande passante et de sa longueur. Donc on va voir, plus la bande passante est grande, plus c'est bien pour la communication. Et plus la longueur est faible, là aussi plus c'est bien pour la communication. Donc, maintenant si on désire faire une comparaison, on a tendance à dire que la fibre optique est plus rapide que la paire torsadée à base de fils de cuivre. Mais c'est faux. C'est faux si on se base sur la vitesse pure de propagation. Donc la vitesse de propagation. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas, on sait que la paire torsadée, c'est quoi la paire torsadée? C'est un signal électrique qui circule dans du cuivre. Mais la fibre optique, c'est pas la lumière qui circule dans le vide, mais c'est plutôt la lumière qui circule dans du verre. Et là, ça va changer la donne. En effet, donc si on désire calculer la vitesse de propagation dans une ligne en cuivre, donc elle sera de l'ordre de 220 000 km par seconde. La formule la suivante, c'est la vitesse de la lumière sur la conductivité du milieu, la racine de la conductivité du milieu fois la permittivité du milieu. Pour le cuivre, donc si on fait les calculs, on tombe sur 220 000 km par seconde. Maintenant pour la fibre optique, donc pour calculer la vitesse de propagation, c'est la vitesse de lumière, mais surtout elle sera divisée par l'indice du milieu, qui est dans la fibre optique aux environs de 1,5, ce qui va donner une vitesse de 200 000 km par seconde. Donc ça veut dire, du point de vue vitesse de propagation pure, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis vitesse de propagation, ça veut dire un électron dans du cuivre, et un photon pour la lumière, un photon dans du verre. Et bien c'est l'électron qui est plus rapide. Donc on constate que l'information se propage plus vite dans le cuivre que dans la fibre optique. Un électron dans le cuivre est plus vite et plus rapide qu'un photon dans le verre. Alors d'où vient la notion de vitesse? C'est surtout le débit qui est élevé. Le débit, ça veut dire, et le débit est représente par la bande passante. C'est la bande passante de la fibre optique et son immunité au bruit
qui lui donne des débits de l'ordre de gigabits par seconde. Donc c'est ça l'avantage de la fibre optique par rapport à la ligne, aux paires torsadées. C'est pas la vitesse de propagation, mais c'est surtout la bande passante et l'immunité au bruit. Maintenant, concentrons-nous sur les paires torsadées. Donc, concernant le choix de ces types de médias de communication ou de supports de transmission, donc, dans une topologie donnée d'un réseau local, il y a deux critères à prendre en compte. Donc, le premier critère, c'est la fréquence ou le débit. Donc là, les paires torsadées sont classées par catégorie, et chaque catégorie a son propre débit et son propre domaine d'utilisation. Par exemple, les catégories qu'on retrouve à nous dans le ça veut dire dans les magasins et les entreprises, il y a la catégorie 5 qui est utilisée avec les cartes de 100 bases TX. Ça veut dire ces câbles catégorie 5 peuvent atteindre 100 mégabits par seconde. Il y a les câbles catégorie 6 qui peuvent atteindre 1 gigabit par seconde. Bien sûr, le prix augmente avec la catégorie. Et c'est là où le choix doit être judicieux. Ça veut dire, exemple, j'ai mon réseau et j'ai des cartes réseau qui communiquent, par exemple, à 100 mégabits par seconde maximum. Donc là, je ne vais pas investir dans des câbles catégorie 6, vu que ma carte réseau n'atteindra jamais les gigabits par seconde. Par contre, si j'ai des cartes réseau Fast Ethernet qui peuvent atteindre les gigabits par seconde, là, je ne vais pas utiliser la catégorie 5. Pourquoi? Parce que je ne vais pas exploiter les capacités de ma carte réseau. Donc, il faut choisir la catégorie qui est la mieux adaptée à mon réseau. Alors, le deuxième critère de choix, c'est l'immunité au bruit ou l'indice de protection. Et là, on distingue plusieurs types de câbles. Il y a les câbles bon marché, les UTP, les câbles non blindés, un shield twisted pair. Donc là, on remarque que les 4 paires torsadées, donc, ils ne sont pas protégés contre le bruit. Et quand je dis bruit, ça veut dire bruit électromagnétique. Et la meilleure façon de les protéger, c'est avec un papier aluminium. Donc là, il n'y a pas de papier aluminium. Il y a le câble qui est un petit peu plus protégé que le FTP. Donc là, on va distinguer un câble d'aluminium, je m'excuse, un papier d'aluminium qui va protéger qui va entourer les 4 paires. Et on distingue bien sûr les câbles double blindage ou le STP. Avec le STP, on voit que chaque paire, elle est protégée par un papier d'aluminium. Donc, c'est beaucoup plus blindé. Bien sûr, il est à noter que pour UTP, FTP, SFTP, donc il reste le parasitage par diaphonie. Ça veut dire l'effet, parce que chaque paire de fils va créer un petit champ électromagnétique qui peut parasiter la paire de fils qui est à côté de lui. Pour ce type de câble, ils sont blindés l'un par rapport à l'autre. Mais pour les autres, donc pour éviter ce type de parasitage, la fréquence du torsadage des fils va changer. Donc, c'est-à-dire la fréquence de torsadage des paires est différente, et comme ça on va limiter ce type de parasitage, la diaphonie. Donc maintenant voilà un exemple pratique. Ça c'est un câble que j'ai retrouvé au labo. Donc vous voyez bien ici, c'est un câble catégorie 5 STP. Donc catégorie 5, ça veut dire 100 mégabits par seconde. STP, ça veut dire chaque paire elle sera protégée par un film d'aluminium, et on peut vérifier ça en coupant le fil. Donc ça c'est pour les paires torsadées. Maintenant pour la fibre optique, donc c'est un guide d'onde qui exploite les propriétés réfractrices de la lumière. Donc il est habituellement conçu d'un cœur en verre 10 micromètres jusqu'à 100 micromètres, donc entouré d'une gaine. Donc avec le cœur, la fibre a un indice de réfraction légèrement plus élevé que la gaine et peut donc confiner la lumière à l'intérieur, donc elle va rester à l'intérieur. L'ensemble est généralement recouvert d'une gaine plastique de protection. Donc, alors la fibre de verre elle est fabriquée à partir de barreaux de silice. La silice c'est un verre qui est très très pur, et à partir d'un barreau de silice, on va créer une petite goutte qui va descendre verticalement et va créer des microfibrilles
de verre. Alors ces microfils de verre, donc ils ont des propriétés mécaniques qui sont très importantes. Ça veut dire une fibre de 29 mm de diamètre, elle devrait supporter jusqu'à 1300 tonnes. Donc elles sont résistantes de nature. Alors la gaine, donc, ou l'enveloppe en plastique, sert uniquement pour protéger la fibre contre les cisaillements, parce que les cisaillements, donc, ils vont augmenter les pertes au sein de la ligne. Maintenant, pour les caractéristiques et pour les choix, on distingue deux catégories de fibres optiques, qui est les fibres monomodes, avec un cœur qui ne dépasse pas 10 micromètres. Ça permet une propagation sans réflexion sur les bords. Mais on voit bien qu'il n'y a pas d'atténuation du signal. Ils peuvent atteindre des débits de 40 gigabits par seconde. Il y a deux standards. Le G652 jusqu'à 3 km de distance pour un câble et G655 jusqu'à 25 km. Et il y a un peu plus moins cher. Donc la fibre multimode à gradient d'indice. Donc là le cœur est plus gros. Donc de 50 micromètres à 100 micromètres. Et là il y a réflexion de l'onde lumineuse, ce qui va entraîner une atténuation. Et ce type de câble, il peut atteindre 1 gigabit par seconde. Donc voilà pour les supports de transmission pour la couche physique. Maintenant, puisqu'on a des couches physiques, on a vu, il y a paire torsadée, il y a fibre optique, il y a hertzien, ça veut dire à l'intérieur du nœud qui veut communiquer, donc l'information elle est binaire. Donc on aura toujours besoin au niveau de la couche physique de convertir cette série de bits en un signe électrique qui va être adapté au médium. Donc ça veut dire le 1, 0, 1, 1, 1, on doit le convertir en un signal électrique ou lumineux qui va s'adapter au médium. On parle de codage. Donc le codage des données, c'est la conversion d'un ensemble de bits en un signal électrique. Donc ici, on va parler uniquement de deux techniques de codage. Celle qui nous intéresse le plus, c'est le codage NRZ, non Return to Zero. Alors pour ce codage, le 1 binaire, il est remplacé par ce symbole-là, ça veut dire qu'il se remplace par une tension. Il se remplace par une tension plus V pendant la durée d'un bit. Et le 0 binaire sera remplacé par ce symbole, ça veut dire moins V pendant la durée du bit. Voilà un exemple. Donc ça, c'est ma trame que je veux transmettre, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ça, c'est l'horloge de transmission. Elle dépendra du débit. Donc, sachant que la durée d'un bit TB, c'est 1 sur le débit. La durée d'un bit, c'est 1 sur le débit de transmission. Donc là, remarquez, donc le 1 sera converti en tension plus V, le 0 moins V, moins V, moins V, le 1 plus V, le 0 moins V, ainsi de suite. Et on obtient un signal électrique, donc en rouge, correspondant à ce mot binaire, à l'aide de cette technique de codage. Elle est simple à mettre en œuvre. La NRZ, c'est la technique de codage de données qui est la plus simple à mettre en œuvre, mais elle présente un certain inconvénient. Donc, exemple, supposons que dans ma trame, il y a un ensemble de 1. Il y a une vingtaine de 1 suivi de 0. Alors, quand on a une vingtaine de 1, sachant que chaque 1 sera codé par plus V, c'est-à-dire on aura le niveau logique plus V, le niveau électrique plus V qui va durer un certain moment. On a vu que un bus libre, c'est équivalent à un niveau haut qui ne va pas changer. C'est-à-dire le récepteur, en lisant ce niveau haut qui va rester pendant un certain moment, il aura l'impression que l'émetteur a arrêté d'émettre. Et il va se désynchroniser. Ce qu'on appelle la perte de synchronisation. Donc ça, c'est un défaut du codage NRZ. D'ailleurs, on va voir que les protocoles de communication ou les bus de terrain vont s'efforcer à l'utiliser. Mais ils doivent proposer des solutions pour résoudre ce problème de perte de synchronisation. Maintenant, dans les réseaux informatiques comme Internet, on ne peut pas se permettre d'utiliser le codage NRZ à cause de ce problème. Donc on utilise d'autres types de codage comme le codage Manchester. Alors le codage Manchester, c'est quoi? Donc ici, le S0, le symbole du 0, c'est-à-dire le 0 binaire sera codé par un franc descendant au milieu du bit. Donc voilà la durée d'un bit, elle est là. On va mettre un franc descendant au milieu du bit. Et le 1, son symbole, c'est l'inverse. Ce sera un franc montant
au milieu du bit. Donc voilà un exemple. La même série binaire. Le 1, voilà le symbole du 1. Je prends ça et je le mets ici. Le 0, le symbole du 0, et ainsi de suite. Chaque bit remplacé par son symbole. Et voilà le signal qui sera transmis en codage Manchester. Et là, pas de risque de perte de synchronisation. Parce qu'on aura toujours soit franc montant, soit franc descendant. C'est-à-dire pendant la transmission, on ne risque pas d'avoir un bus qui va rester au niveau haut pendant une certaine durée. Donc voilà pour les techniques de codage. Certaines techniques de codage. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que tous les modes de communication dans les réseaux locaux industriels, tous les protocoles vont utiliser le codage NRZ. En proposant bien sûr des solutions pour la perte de synchronisation. Maintenant, pour terminer avec la couche physique, il y a la figure suivante qui résume les spécificités que j'ai trouvées sur le net et qui résume les spécificités des modes de transmission. On distingue ainsi la transmission en bande de base, qui est spécifique aux réseaux locaux, c'est-à-dire qui ne sont pas distants. Alors, si on considère notre nœud émetteur, traitement numérique, donc un PC par exemple, donc les données à l'intérieur sont traitées parallèlement. Et on sait que pour les transmettre, ils seront transmis d'une façon série. C'est pour ça que la première fonction qu'on retrouve ici pour la transmission, c'est la conversion parallèle-série. C'est-à-dire la donnée sera convertie parallèle, écriture parallèle, lecture série. Et qu'est-ce qui effectuera cette conversion parallèle-série? Ce sont les registres à décalage. Donc une fois la donnée est convertie la donnée parallèle est convertie en une série de bits, on passe au codage en bande de base qu'on a vu. Donc c'est-à-dire le codeur en bande de base va convertir cette série de bits en un signal électrique pour le transmettre sur le média de communication ou sur le médium de communication, le support de communication. On a vu, il y a le codage NRZ, le codage Manchester, il y a d'autres codages comme j'ai dit, comme le codage Manchester différentiel. Et à l'arrivée, au récepteur, on fera l'inverse. Il y aura un décodeur en bande de base et il y a la transformation série parallèle pour retrouver la donnée qui a été transmise par l'émetteur. Alors, le deuxième mode de transmission, c'est la transmission en large bande. Alors, cette transmission en large bande, elle est destinée au réseau étendu. Et la transmission à distance. Donc, alors, c'est ce qui est en bas, donc à large bande. Et elle contient les mêmes blocs fonctionnels que la bande de base. C'est-à-dire, on aura toujours besoin d'une conversion parallèle série, puis d'un codeur bande de base. Mais qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On va ajouter un modulateur de signal et un démodulateur de signal à l'arrivée. Donc le modulateur de signal, ce sont des techniques comme la modulation de fréquence, la modulation d'amplitude qui permettent une translation fréquentielle afin de transmettre notre signal. Et à l'arrivée, donc, on aura un démodulateur pour récupérer le signal d'origine, puis un décodeur en bande de base, une conversion série parallèle. Donc, d'où ce que vous entendez parler quand on entend parler de modem. Donc, modem, ça vient de mode pour modulateur, dem pour démodulateur. Donc, ça veut dire la différence entre la communication en bande de base et la communication en large bande, c'est l'utilisation de modem, c'est-à-dire de modulateur, démodulateur. Donc, voilà pour les techniques de communication. Mais nous, dans les réseaux locaux industriels, on n'aura pas besoin de ça parce qu'il n'y aura pas de communication distante. Ça veut dire, les réseaux locaux industriels, c'est une communication en bande de base. C'est-à-dire, il y aura uniquement un codeur de bande de base et un décodeur en bande de base. On va finir ce chapitre avec la partie la plus pratique, à savoir la description de deux protocoles de communication, le protocole RS232 et le protocole RS485. Alors pour le protocole RS232, c'est l'un des premiers protocoles de transmission série asynchrone des données. Il utilise le port série DB9, qu'on retrouve généralement derrière le PC, DB9 parce qu'il contient 9 broches. Donc, les trois principales broches toujours utilisées sont le pin 2 pour RX data, la réception des données, pin 3 pour TX data, la transmission des données, et pin 5 pour la masse. Donc, il sera logiquement commune entre les deux nœuds si on les relie avec un câble.
Donc ce protocole est caractérisé par une modulation NRZ, à savoir le 0, il est codé par une tension comprise entre 5 à 24 volts, typiquement 12 volts. Et le 1 est codé par une tension entre moins 5 et moins 24, typiquement de moins 12 volts. Et là, on voit bien que c'est un protocole qui n'est pas du tout ordinaire et compatible avec ce qu'on fait. Parce qu'au lieu de coder le 0 avec moins 12 et le 1 avec plus 12, le 0 est plutôt codé avec plus 12 et le 1 est plutôt codé avec moins 12. Voilà pour le codage NRZ de la RS232. Deuxième point, c'est une liaison point à point. Ça veut dire avec ce protocole, on ne peut pas réaliser un réseau qui dépasse 2 nœuds, point à point. C'est-à-dire dès maintenant, c'est un protocole qu'on ne pourra pas utiliser pour un bus de terrain, où il y aura plusieurs nœuds, mais c'est surtout un bus pour relier un PC de supervision à un nœud en mode point à point. Deuxième caractéristique, c'est que les débits sont relativement faibles et normalisés. Donc on distingue des débits de 200 baud ou bits par seconde, 1200, 2400, 4800. Donc ce sont des multiples de 2. On va multiplier par 2. 19200 et ainsi de suite. Sachant que comme on vient de dire il y a quelques instants, le débit c'est 1 sur la durée d'un bit. Ou l'inverse, la durée d'un bit c'est 1 sur le débit. Par exemple, si on prend un débit typique de 9600 bits par seconde, on se retrouve avec une durée d'un bit qui avoisine les 104 microsecondes. Quatrième propriété, ce protocole ne peut transporter que des données de 5, 6, 7 ou 8 bits maximum, ça veut dire un caractère. Sachant que les caractères sont codés par le code ASCII qui ne dépasse pas 8 bits. Donc, là aussi, c'est une limite de ce protocole, c'est qu'il ne peut pas dépasser, dans sa trame, la donnée ne peut pas dépasser 8 bits. Cinquième caractéristique, c'est que la ligne au repos est à l'état logique 1. Ça, c'est un point qui est commun avec la plupart des protocoles. Maintenant, pour transmettre une donnée, la trame pour transmettre une donnée commence toujours par un bit start, qui est au niveau bas. C'est-à-dire ce bit start, qui est au niveau bas, qui descend au niveau bas, permet la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur pour l'informer que un nœud va commencer l'émission. Maintenant, à la fin de la trame, on doit ajouter 1 ou jusqu'à 2 bits stop à la fin pour indiquer la fin de la transmission. Ça, c'est typique d'une transmission de série asynchrone. On a besoin d'un début de la trame et la fin de la trame. Ici, le début de la trame, c'est indiqué par un bit start niveau bas. Et la fin de la trame, c'est indiqué par 1, 1,5 ou 2 bits stop niveau haut. Et on ajoute un bit de parité pour la détection d'erreurs, chose aussi commune dans tous les protocoles. C'est-à-dire, la parité, ça permet de détecter s'il y a eu une erreur de transmission, oui ou non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on choisit une parité paire, il faut que le message, bit de parité compris, contient un nombre de 1 qui est pair, sans compter les bits stop. Si on choisit parité impaire, il faut que le message, bit de parité compris, contient un nombre de 1 qui est impair. On va voir ça dans quelques instants avec un exemple. On va bien comprendre start, stop et les bits de parité. Maintenant le paramétrage. Donc je veux paramétrer une communication série asynchrone suivant ce protocole. Par exemple, l'exemple, j'ai un PC qu'on utilise beaucoup dans le système embarqué, un PC qu'on va relier avec le port USB d'une carte Arduino par exemple. Donc là, la communication se fera à travers un câble USB, c'est-à-dire c'est aussi une communication série qui va suivre les mêmes principes que la RS232 avec, entre guillemets, une différence au niveau du codage NRZ. Donc maintenant, je veux paramétrer cette communication série asynchrone. Première chose que je dois faire, c'est déterminer le numéro de port, parce que chaque communication série au niveau d'un PC est identifiée par un numéro de port. Donc je dois déterminer le numéro de port qui permettra la communication avec cette carte. Ici par exemple c'est le COM5. Deuxième chose, je dois choisir le débit. C'est-à-dire les deux nœuds doivent être
configurés avec le même débit de communication. Si l'Arduino est initialisé avec un débit de 9600 bits par seconde, le port lui aussi doit être initialisé avec le même débit. Troisième paramètre important, la taille des données. Vous devez choisir de 5 à 8 bits entre la taille de données. Quatrième paramètre, le type de parité. Est-ce que vous voulez parité paire, impair ou pas de parité carrément? On va voir après pourquoi c'est pas utile la parité. Et enfin, nombre de bits stop. Nombre de bits stop. 1, 1,5 ou 2 bits stop. Sachant qu'une communication par défaut série, parce que vous me direz, mais on a l'habitude de brancher des systèmes avec le port série, c'est-à-dire le port USB par exemple, mais on n'a pas besoin de configurer. Pourquoi? Parce que par défaut, une communication série asynchrone, voilà le paramétrage par défaut, c'est 9600 bits par seconde comme débit, 8 bits pour les données, pas de parité et un bit stop. Ça, c'est la communication par défaut de tous les systèmes qu'on connecte avec le PC en général. Donc, si on a besoin de changer ce paramétrage, là, on va utiliser le programme. On doit spécifier ici, par exemple, les nouveaux paramètres au sein du nœud connecté au PC. Et là, au niveau du PC, on doit utiliser une application qui permettra de paramétrer cette communication. Donc, comme une application que je partagerai avec vous en bas de la vidéo. Donc, une application terminale que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle communication série. Donc voilà, cette application, donc c'est un fichier exécutable, donc il ne s'installe pas. Donc quand on le lance, voilà, ça confirme ce qu'on a dit. Donc la première chose, vous devez indiquer le port auquel est connecté ton système, ici par exemple l'Arduino. Après on spécifie la vitesse, donc on coche ici la vitesse qu'on veut. On spécifie le nombre de bits qu'on veut transmettre, 5, 6, 7 ou 8 bits. La parité, pas de parité, est-ce que pair ou impair. Et le nombre de bits stop. Est-ce que 1, 1,5 ou 2. Donc là c'est le handshaking qui est par défaut, qui n'est pas utilisé. Et après on n'a qu'à connecter. Et une fois on établit la connexion, donc ici en bas, on peut transmettre des caractères. Et ici, on reçoit les caractères. Donc, on écrit ce qu'on veut transmettre. On clique sur Send, c'est transmis sur la trame, sur le port série, avec ses spécificités. Et bien sûr, ici en bas, en gris, on va recevoir. Donc, on va afficher tout ce qu'on a reçu au niveau du port COM. Donc, voilà un exemple typique de paramétrage d'une communication série asynchrone. Maintenant, on va essayer de voir un exemple de trame de données transmis selon la norme RS232. Donc ici, on a choisi de cette configuration, ça veut dire on va transmettre la donnée 82 en hexa, pas de parité et un bit stop. D'accord, donc voilà. Donc on commence par transmettre un bit start, le début de la trame, start, ici la ligne au repos. On transmet le bit start, toujours niveau bas, puis la donnée 82 en binaire, est suivi directement d'un bit stop. Donc il n'y a pas de bit de parité ici. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de détection d'erreur, possibilité de détecter les erreurs. Et vous verrez que vraiment le bit de parité, c'est la technique la moins fiable au niveau de la détection d'erreur. Vous allez voir un autre exemple. Regardez cet exemple par exemple. Qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de transmettre deux octets, l'un 82, l'autre F1 en hexa, ici avec parité paire et deux bits stop. Donc, regardons la transmission. Donc, ligne au repos, bit start, 0. Après, on transmet 82, voilà. 82 en binaire. Alors, la parité qu'on veut, c'est parité paire. Donc, je compte d'abord le nombre de 1 qu'il y a dans la donnée. Donc, il y a 2 1. C'est déjà paire. Donc, le bit de parité, je le remets à 0. Parce que lui, il doit garantir cette parité paire. Puisqu'on a déjà un nombre pair de 1, donc, on le met à 0. Puis, on transmet 2 bits stop. Voilà pour la première donnée, ça s'arrête ici. Après, un nouveau bit start pour débuter la deuxième donnée. On envoie F1 en binaire, F1. Je compte le nombre de 1 ici. On a 1, 2, 3, 4 et 5. C'est 5. C'est pas pair, donc le bit de parité est mis à 1.
Comme ça, on aura 6 avec le bit de parité, donc c'est pair. Et on suit ça avec le stop, le début de stop. Et la ligne est remise au repos. Maintenant, le récepteur, qu'est-ce qu'il fait au niveau du récepteur? Quand il va recevoir cette première donnée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le bit start, il va enlever les deux bits stop. Et il va vérifier la parité. Est-ce que c'est pair? Supposons qu'il n'y a aucun problème qui est arrivé pendant la transmission, il va trouver qu'il y a 2-1, c'est pair. Donc il enlève le bit de parité, il va lire la donnée. Maintenant, supposons qu'il a reçu la deuxième donnée. Donc là, on va mettre ici. Il va enlever le bit start, il va enlever les deux bits stop, il va vérifier après la parité. Alors supposons qu'il y a eu une double erreur au niveau de la trame. Par exemple, il y a eu ce 0 là, donc est devenu un 1, et ce 1 là est devenu un 0. C'est-à-dire il y a une double erreur. Logiquement, la parité doit pouvoir la détecter, mais ce n'est pas le cas. Donc s'il y a eu une double erreur au niveau des bits, si on compte le nombre de 1, on aura ici donc 1, 2, ça c'est devenu 0, 3, 4, 5. Avec le bit de parité, c'est 6. C'est toujours 6 bits. Donc pour lui, il n'y a pas d'erreur, il va éliminer, il va enlever le bit de parité, il va traiter la donnée comme si rien n'était, alors qu'il y a eu une erreur de transmission. C'est pour ça que je dis la parité, c'est pas un mode fiable pour détecter les erreurs. C'est pour ça que par défaut, on a dit que le mode de transmission, on a dit c'est 8 bits, pas de parité et 1 bit stop. Donc ça, c'est le mode de transmission par défaut. Maintenant, donc on a vu que le protocole RS-232, dans son codage NRZ, il est un petit peu spécifique. Le 1, il est codé par moins 12 volts et le 0 est codé par plus 12. Donc, vu cette spécificité, on aura toujours besoin d'une interface entre des nœuds TTL comme des microcontrôleurs et notre port RS-230. Donc, pour pouvoir communiquer, donc, avec par exemple des cartes à microcontrôleurs et des PC. On utilise alors ce circuit intégré, c'est très utilisé. Il était avant très utilisé, mais maintenant avec le port USB, donc c'est devenu obsolète. Donc le MAX 232, c'est un circuit intégré, rien qu'en branchant 4 condensateurs. On alimente entre 0 et 5 volts, il permet d'effectuer cette adaptation. N'oubliez pas, c'est une adaptation physique, purement physique. C'est-à-dire ici, c'est le côté RS-232. Par exemple, si on a le PC qui envoie un niveau logique 0, c'est-à-dire il va envoyer 12 volts. Donc il sera reçu par le MAX 232 et de l'autre côté, il va le convertir en 0 volts, c'est-à-dire le niveau TTL. Et de la même façon, si de ce côté, le protocole RS-232 envoie un niveau logique haut, 1, c'est-à-dire moins 12 volts typique, de l'autre côté, il sera converti en plus 5 volts, c'est-à-dire niveau TTL correspondant. Et la même chose, si ces entrées TTL ici reçoivent 0 volts, c'est-à-dire 0 logique, ils vont le convertir en 12 volts. Le 0 logique côté RS-230, et ainsi de suite. Donc la figure suivante montre un exemple d'une telle interface. Donc voilà, on a le port COM. On a ici la RX et RX, c'est-à-dire dans ce sens, et TX, côté MAX 232. Et là, on aura le côté RX, côté, par exemple, microcontrôleur. Et là, c'est TX, côté microcontrôleur. Et le MAX 232 permettra de faire cette adaptation logique, électrique, donc physique. Là, c'est une alimentation, par exemple, 5 volts, dont a besoin le MAX 232, donc le VCC dont il a besoin, avec le régulateur 118.05. Deux façons de résister à l'alimentation, soit avec une pile externe de 9 volts, soit carrément en exploitant une ou deux sorties, ou carrément 4 sorties qui proviennent
du port DB9. Par exemple, on peut prendre deux sorties et les forcer au niveau bas. Qui dit niveau bas, ça veut dire plus 12. Et ce plus 12, qui a été programmé logiquement, donc au niveau du port, va permettre d'alimenter le son 1805. Alors pourquoi on relie 2 ou 3 ou 4 sorties? C'est pour augmenter le courant. On aura la somme des courants pour permettre le fonctionnement du son 1805. Donc ça, c'est une interface typique, mais elle date, parce qu'elle n'est plus d'actualité, surtout avec les ports USB. Maintenant, le deuxième protocole. Donc, le deuxième protocole avec lequel on veut finir, c'est le protocole RS485. Alors, la première particularité, c'est que ce protocole introduit ce qu'on appelle la transmission en mode différentiel. C'est-à-dire, dans cet exemple, ça c'est le TX. Le TX, habituellement, c'est une tension, c'est un potentiel, c'est une tension par rapport à la masse. Alors, au lieu de le transmettre comme potentiel, on va le transmettre comme différence de potentiel. C'est-à-dire UAB. C'est-à-dire VA moins VB. Potentiel VA moins potentiel VB. Et ce mode de transmission permet d'avoir une immunité physique, naturelle contre les bruits. Parce qu'on a, si on choisit d'utiliser une paire torse AD ici, on aura les deux fils qui permettront cette communication. Et quand il y a un bruit epsilon qui va attaquer les fils, il va attaquer les deux fils. VA et le fil A et le fil B. C'est-à-dire on retrouvera au niveau de VA', donc VA' sera égal au potentiel VA plus le bruit epsilon. La même chose au niveau de VB'. On aura le potentiel VB plus le même bruit qui a attaqué la ligne. Or, nous, l'information, elle n'est pas au niveau de VA, elle n'est pas au niveau de VB, elle est au niveau de la différence de potentiel. Et si on fait la différence de potentiel VA' moins VB', on va tomber sur UAB, toujours. Parce que le bruit va être éliminé par la différence des potentiels. C'est comme ça que notre ligne est immunisée. Notre ligne différentielle sera automatiquement immunisée contre le bruit électromagnétique. Donc voilà la principale différence entre ce protocole RS485 et le protocole RS232. Donc autre grande différence, c'est le codage NRZ. C'est un codage NRZ qui est plus ou moins logique, c'est-à-dire 0, ça permet une transmission, il est codé avec une différence de potentiel de moins 6, et le 1, il est codé avec une différence de potentiel UAB de plus 6 volts. Donc la transmission se fait en half duplex, ça veut dire avec deux fils comme c'est le cas ici. Donc c'est soit je transmets, soit je vais recevoir avec les mêmes fils, deux fils, soit transmettre, soit recevoir, mais pas les deux en même temps. Donc le débit aussi augmente. Donc, et la longueur du câble augmente. Donc, la longueur du câble contre quelques dizaines de mètres pour la RS232, elle peut atteindre jusqu'à 1 km 200 pour la RS485, ce qui est utile dans les systèmes embarqués et les systèmes industriels. Et l'augmentation du débit, qui, pour une distance maximale de 1,2 km, elle peut atteindre 100 kbps par seconde. Par contre, pour une distance de 12 mètres, elle peut atteindre 35 mégabits par seconde. Donc, dernier point, ou avant-dernier point, c'est que les données, la taille des données qu'on peut transmettre, c'est plusieurs mots, c'est-à-dire plusieurs octets, contre un octet pour la pour la RS232, et le nombre de nœuds maximal qu'on peut avoir, c'est 32. Il y a un autre point que j'ai pas écrit ici, qui lui aussi, qui marque une très grande différence entre la RS485 et la RS232, c'est que la RS485 sur liaison multipoint et pas point à point comme c'est le cas de la RS232. Donc ce qui lui confère la possibilité d'être utilisé dans les bus de terrain et les réseaux locaux industriels parce qu'il est multipoint. Donc voilà un exemple de topologie half duplex de fil. Donc là on retrouve ici ce qu'on appelle un transceiver. Ici c'est le nœud matériel qui permettra la conversion des potentiels. Ici on a TX
Et ici, on a Rx. Donc, ça, le transceiver, il est le générateur. Ici, il y a le récepteur. Donc, il permet de les adapter avec la différence de potentiel qui est ici, UAB. Alors, par exemple, ici, on a 4 nœuds. Alors, si ce nœud est l'émetteur, donc à ce moment-là, c'est le générateur qui fonctionnera aussi au niveau du nœud, et ça sera les récepteurs qui fonctionneront au niveau des autres nœuds. Ce récepteur, ce récepteur et ce récepteur. C'est-à-dire, la tension différentielle qui va transiter ici va vers les 4 autres nœuds et va atteindre les Rx des 4 autres nœuds via le transceiver. Et c'est clair c'est clair la notion de multipoint ici. Mais quand quand ce nœud deviendra récepteur, là, les données prendront le chemin inverse. C'est-à-dire, dans le premier cas, ça c'est émetteur, ça c'est récepteur, ça c'est récepteur et ça c'est récepteur. Dans le cas où celui-là deviendra émetteur, les autres obligatoirement deviendront des récepteurs. Et ainsi de suite. Et là, dans le transceiver, il y a une petite spécificité, c'est qu'il y a une entrée de commande. Vu que je ne peux pas transmettre et émettre en même temps, donc on voit bien que chaque transceiver, il a cette entrée-là, c'est une entrée de commande. Donc si on veut activer le générateur, on doit la mettre à 1. Ça permet d'activer le générateur. À ce moment-là, je suis en mode émission, TX. Et si je veux recevoir, je dois à ce moment-là la mettre à 0 pour activer le récepteur. Et qui est-ce qui va commander? C'est bien sûr le nœud intelligent qui se trouve au niveau de la partie intelligente du nœud, qui est ici. Donc c'est ça peut être notre microcontrôleur ou un contrôleur de communication, des choses comme ça. Donc voilà pour la topologie de fils. Alors si on veut full duplex, transmission émission parallèle, à ce moment-là on va utiliser 4 fils au lieu de 2 fils. Alors vous me direz, mais il y a ici 3 fils, et vous nous dites 2 fils. Le troisième c'est toujours la masse. Le troisième fil qui est là, c'est toujours là, la masse commune, parce que ces nœuds-là, c'est une transmission série asynchrone, on doit avoir une masse commune pour que les potentiels aient une signification. Là aussi, donc on aura besoin d'interface de communication, et cette interface c'est le transceiver. Ici c'est le 7476 par exemple. Voilà, on retrouve le générateur, on retrouve l'émetteur ici. Là c'est le côté Rx, là c'est le côté Tx, et là c'est le côté commande. À travers un transistor, donc ça permet de commander ici, voilà. Est-ce qu'on veut, ici c'est la commande, est-ce qu'on veut émettre ou on veut recevoir, et de l'autre côté il y a la liaison différentielle RS485, et là c'est le côté TL. Donc voilà pour ce premier chapitre, qui était une mise à niveau, avec tous les prérequis nécessaires pour mieux commencer le prochain chapitre qui porte sur le BusCAN, qui est notre premier bus de terrain qu'on va voir ensemble.